Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Elles avaient rejoint les rangs de l'État islamique et sont depuis retenues dans des camps kurdes dans le nord-est de la Syrie. Il y a des gens qui ont voulu aller vivre une aventure, je sais pas moi, en Inde. Ils sont revenus, non ? Moi, je cherche à repousser mes limites, tranquillou, je suis à la cool, quoi. Se retrouvent aujourd'hui prisonnières. On a fait une aventure, c'était pas top, on veut revenir, c'est tout. Et leur sentence est irrévocable. Le jaune est leur couleur, mais ils viennent tous d'horizons différents. Incarcéré depuis le 21 juillet, Paul Watson garde le sourire. Mettez plus de pression sur le Japon. Paul a 73 ans. On risque de passer 15 ans en prison. Autant dire qu'il peut y mourir par revoir ses enfants. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, hein, le fameux slogan d'Emmanuel Macron il y a 4 ans déjà au moment du Covid. Mais la guerre, elle est partout, hein, elle est partout et il y a ces moments terribles et puis ces moments effectivement d'éclaircie. Il y a tout, vous savez, c'est pas nouveau cela. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'une autre guerre qui a eu lieu avec un mouvement qui a marqué, qui continue de marquer les esprits, qui a beaucoup marqué depuis 2018, le mouvement des Gilets jaunes. Eh bien, les Gilets jaunes, il y a aujourd'hui un syndicat Gilets jaunes et il vient de gagner une victoire qui n'est pas encore complète, mais en tout cas, le syndicat des Gilets jaunes peuvent se présenter aux élections des TPE, des très petites entreprises. On va en parler, mais d'abord, les Gilets jaunes en syndicat, pourquoi, comment, on va en parler tout de suite. Et puis, on parlait de Paul Watson. Vous savez, quand on a célébré les 90 ans de Brigitte Bardot, elle a dit, n'oubliez pas de parler de Paul Watson. Eh bien, un artiste, un chanteur, un poète est allé au Groenland et a assisté à ce qui se passe avec Paul Watson, qui est arrêté au Groenland actuellement. Paul Watson, c'est celui qui se bat depuis déjà des années avec Sea Shepherd contre le massacre des baleines. Et Francis Lalanne, donc qui était là-bas, va nous dire ce qui se passe avec cela. Ça nous concerne évidemment tous, à tous les niveaux. Vous voyez, la guerre, ça nous concerne et les résistances, ça nous concerne encore plus. Et puis, en perle, évidemment, les chauffeurs volontaires des JO, eh bien, ils ont eu des PV. Et oui, vous savez, en ce moment, c'est dur, hein, il faut trouver de l'argent. Alors, voilà, les bénévoles qui ont fait les JO, eh ben, on les taxe. Et oui, on ne taxe pas qu'eux, mais ça marche bien. Voilà, et puis, toutes ces perles, les huées, les bravos. Et en seconde partie d'émission, on va recevoir une avocate et journaliste franco-libanaise, Louise Eliafi, qui a écrit un livre remarquable, une enquête tout à fait passionnante. La femme est un islamiste comme les autres, en montrant le rôle des femmes dans l'islamisme radical et dans l'islam politique. Et ce n'est pas du tout ce qu'on a entendu partout. À tout de suite, attachez vos ceintures, on est parti. Sud Radio. Sud Radio. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Je ne suis pas le seul, comme vous savez, vous aussi, hein, qui n'est pas dans tous ces états, mais dans le bon sens du terme aussi. Alors on va parler des Gilets jaunes. Ah bon ? Les Gilets jaunes ? Ah bon ? Vous voyez que c'était fini les Gilets jaunes ? Eh ben pas du tout. Il y a même un syndicat, il y a même une polémique, à propos d'élections. On en parle tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Mon gilet jaune, mon gilet jaune, devant les gilets jaunes, faut danser petit, gilet jaune. Cobb Johnson, gilet jaune. Et oui, c'est pas si loin, hein. C'est pas si loin de 2018, fin 2018, hein. 6 ans déjà, voilà, des gens se réunissaient par milliers, par dizaines de milliers, voire par plus encore, dans les ronds-points d'abord, et puis après, ils ont débordé sur Paris, dans les grandes villes, des manifestations, etc. Et ils demandaient quoi ? Ils demandaient, écoutez, un peu plus de reconnaissance, un peu moins de prix de l'essence, un certain nombre de choses, en disant, voilà, nous, ici, on existe, hein, on nous avait oubliés, effectivement, on était invisibilisés, ben on existe. Et on sait ce qui s'est passé, et il y a eu vraiment un très grand mouvement. On se rappelle que ça a provoqué, on ne peut pas refaire l'histoire, vous la connaissez très bien déjà, c'est aller jusqu'à une certaine panique dans un certain nombre de milieux, et puis il y a eu des répressions, et puis il y a eu des provocations, et puis il y a eu la violence, les black blocs, etc., les éborgnements, des mains effectivement fracassées, enfin, il y a eu des choses quand même très fortes, et puis on s'est dit, écoutez, maintenant, pour certains, bon, tout est rentré dans l'ordre, ou dans le désordre, selon son opinion. Et puis là, nous apprenons qu'il y a un syndicat des Gilets jaunes. Nous apprenons, j'avoue, moi je
Je n'avais pas suivi ça de façon précise. Alors, ce syndicat des Gilets jaunes, Louise, bonjour. Bonjour, monsieur Vous êtes cofondatrice, vous êtes secrétaire générale du syndicat. D'abord, pourquoi et quand s'est créé ce syndicat des Gilets jaunes? Parce que moi, je pensais que le mouvement s'était un peu, avait pas du tout disparu, ça on le sait, mais il s'était un peu essaimé, étiolé. Et surtout, pourquoi un syndicat? Pourquoi un syndicat? Alors, peut-être revenir à la genèse, même un petit peu avant. Oui. Je suis syndicaliste depuis presque 30 ans maintenant. Vous étiez où comme syndicaliste? Alors, j'ai commencé à la CFDT. D'accord. Ce qui est très surprenant comme parcours. Oui, mais de la CFDT jusqu'au syndicat des Gilets jaunes, belle évolution. Donc j'étais à la CFDT, après on est devenu syndicat indépendant, avec mon cofondateur, celui qui a cofondé avec moi le syndicat des Gilets jaunes. D'accord. Et on était devenu indépendant avant le mouvement des Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'on était sorti... Avant 2018, vous voulez dire? Oui, avant 2018, 2 ans ou 3 ans avant, on était devenu indépendant. C'est-à-dire qu'on n'était plus affilié à une centrale syndicale et qu'on ne tenait pas à le redevenir. Et quand le mouvement des Gilets jaunes s'est levé, je me souviens très très bien de ce moment. On avait fait un article sur notre site, modeste site de syndicats indépendants, et on avait dit, il est en train de se passer quelque chose, il faut y aller. Et j'étais allée voir des camarades, évidemment je connais des camarades à la CGT, chez Sud, un peu partout, et j'étais allée les voir à la Bourse du Travail à ce moment-là. On avait fait une réunion pour savoir s'il fallait suivre ou pas ce mouvement du mouvement des Gilets jaunes. Ouais. Et là, la réaction des centrales était assez agressive vis-à-vis des Gilets jaunes, ce qui m'avait, moi... C'est-à-dire, ils étaient plutôt hostiles? Plutôt hostile, oui, en disant c'est l'extrême droite, vous êtes en train de vous faire embobiner. Oui, déjà à l'époque. C'était dès le départ, ils disaient les Gilets jaunes, c'est l'extrême droite. Très bien. Et si je me trompe pas, mais je n'arrive plus à retrouver ce document, donc si vous pouvez le retrouver, c'est super. Et si je me trompe pas, la CGT avait fait un communiqué de presse assez virulent à ce moment-là contre ce mouvement. Bon. D'accord. Il y avait que le syndicat des étudiants qui était plutôt chaud pour y aller, et nous aussi, on est très, très chaud pour y aller. Donc on comprenait pas, on disait, je pense que vous vous trompez, c'est le peuple dans sa diversité, mais il faut quand même aller voir. Il se passe quelque chose de fort. Au moins aller voir, oui. Exactement. Donc c'est ce qu'on a fait nous. On a été enthousiasmés par ce mouvement où il y avait vraiment de tout. C'était magnifique à voir parce que c'était une fraternité retrouvée avec une même couleur en fait, un symbole jaune de gilet jaune réfléchissant en plus, vous voyez, réfléchissant, lumineux, enfin la lumière, et tout le monde de la même couleur, contrairement aux syndicats qui sont chacun avec leur drapeau et tout ça. Donc c'était très beau. Ça a très rapidement évolué politiquement, en plus, le mouvement. Enfin, politiquement, quand je dis politiquement, c'est pas les partis. Pas politiquement dans une tendance, c'est pas partisan. Voilà, mais une prise de conscience politique, de reprendre son destin en main, ça a bien vite dépassé cette première revendication sur l'essence, bien entendu. Et donc, on a participé avec beaucoup d'enthousiasme à toutes les manifestations, et aussi pas de peur, mais de stupéfaction devant la répression féroce qu'immédiatement ce mouvement a subi. Parce qu'il a fait peur au gouvernement. Et au bout de 2 ans de mouvement, comme les gens commençaient à nous connaître, évidemment, dans le mouvement, et savaient qu'on était syndicalistes indépendants, voyaient comment on travaillait, comment on envisageait le syndicalisme. Je rappelle qu'à l'époque, les gens dans le mouvement rejetaient farouchement et les partis politiques et les syndicats traditionnels. Donc il y avait un rejet des structurations. Les leaders et l'autorité telle qu'elle était présentée. C'est ça, il y avait un rejet des structurations et des leaders en tout genre. Bon, ce qui était très bien, et ce qui précisément faisait peur au gouvernement, parce que c'était insaisissable, en quelque sorte. Mais au bout de 2 ans, il y a eu comme un flottement et en se disant, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'il n'y aurait pas besoin de se structurer un peu? Et ce sont des Gilets jaunes qui nous ont proposé à nous de créer, parce qu'on savait faire, un syndicat des Gilets jaunes qui pourra intervenir dans le monde du travail. Dès 2020, ça? En 2020. D'accord. Un petit peu avant, parce qu'on a sorti le syndicat, on va dire. On l'a sorti. De faire un syndicat des Gilets jaunes. Mais comment ça se fait que ces personnes, en tout cas parmi ces personnes qui ne voulaient pas des syndicats, comment ça se fait qu'ils vous ont proposé de dire allez, on va faire un syndicat Gilets jaunes? Parce qu'en 2 ans, on a le temps d'évoluer. On a vu que les manifestations étaient fortement réprimées. On a vu que, à cause de cette répression qui a été policière, judiciaire, législative, financière aussi, parce que ils ont beaucoup verbalisé les Gilets jaunes. Et ça a été très violent. On en parle moins, bien sûr, parce que c'est moins spectaculaire que les mutilés, qui n'ont toujours pas obtenu justice, d'ailleurs, entre nous soit dit. Mais la répression financière a été extrêmement efficace. Parce que quand vous gagnez très peu par mois, être verbalisé de 135 € à chaque fois que vous sortez pour exprimer votre opinion et pour réclamer plus de justice dans ce pays, c'est extrêmement violent. Moi, j'ai vu des gens en larmes à cause de ça, bien souvent. Donc, ça commençait à s'étioler. Donc, il fallait s'organiser d'une manière ou d'une autre. Il fallait s'organiser, il fallait se structurer d'une façon ou d'une autre. Et donc, l'idée du syndicat a germé. Et donc, on a créé une union de syndicats Gilets jaunes, parce qu'en France, on est obligé de se structurer
par champ professionnel. C'est l'esprit corporatiste qui date du Moyen-Âge. Bon. Mais c'est toujours comme ça sur le papier. Il faut créer des syndicats par champ. Donc le syndicat Culture et Communication, qui a été un des premiers qu'on a créé d'ailleurs pour les journalistes, les auteurs, etc. On a créé le syndicat du commerce et services, restauration, hôtellerie. Et grâce à ces 2 syndicats primaires, on a créé une union de syndicats gilets jaunes. Et petit à petit, on crée des syndicats dans tous les champs, métallurgie, transport, etc. Vous êtes aujourd'hui, Louise, mais bien, très franchement, vous êtes combien ? Et ça, c'est une information qu'on ne donne pas, M. Berkoff. Ah, d'accord. Est-ce que vous ne la donnez pas parce que vous êtes encore trop petit ou vous ne la donnez pas parce que pour d'autres raisons? Alors, c'est stratégique, parce qu'on ne veut pas que le gouvernement connaisse ni les gros patrons. Les effectifs. Voilà, connaissent les adhérents. Les effectifs, les adhérents. D'accord. C'est ça. D'accord. Et c'est pas tant ça qui compte, j'ai envie de rajouter, si vous me permettez, mais que la force de frappe du syndicat des Gilets jaunes, parce que qui a été bien approuvé dans le mouvement, en fait. On a été surpris de l'accueil qui a été réservé, parce qu'on a intervenu, on est allé voir plein de gens, on a sillonné toute la France et tout ça, dans tous les ronds-points. On voulait vraiment expliquer la démarche auprès des Gilets jaunes de la première heure, et c'est vraiment bien passé. Et donc, c'est ce réservoir de mobilisation qu'on peut avoir, qui devrait faire peur au gouvernement, plus que le nombre d'adhérents. Alors, non, mais Louise, est-ce que vous n'avez pas eu, parce que effectivement, comme j'ai connu un certain nombre de représentants ou de porte-parole, appelons-les comme on veut, de Gilets jaunes. Est-ce que vous n'avez pas eu aussi la réaction, ce qui est compréhensible ou pas, mais enfin compréhensible dans le cas de gens qui disent on veut pas un syndicat. Est-ce que parmi les figures des Gilets jaunes, et on va pas nommer de nom, c'est pas le problème, mais vous n'avez pas eu des gens qui disent non, pourquoi un syndicat, qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est pas encore une tentative de récupération? Pas vraiment. Vous n'avez pas eu ça? Non, pas vraiment, parce qu'en fait, on les connaissait depuis 2 ans. Oui, c'est-à-dire qu'on avait marché à leur côté, qu'on avait vu des mains arrachées, qu'on avait été là. Enfin, on les a accompagnés pendant 2 ans aussi. On était... En fait, ce combat qu'a été les Gilets jaunes dans la rue et sur les ronds-points, ça a créé des liens extrêmement forts entre les gens. C'est sûr. Alors, justement, maintenant, question, je vous l'ai posée au départ, mais c'est bien de savoir pourquoi un syndicat, je veux dire, quelle est votre mission? Qu'est-ce que vous voulez faire? Comment vous voulez agir sur le réel? Nous sommes en 2024 aujourd'hui. Quel est le but que vous êtes fixé? C'est quoi votre action? C'est d'agir dans quel sens et de quelle manière? On veut changer radicalement le syndicalisme en France pour avoir un véritable contre-pouvoir efficace face au gouvernement et face aux gros patrons. On ne parle pas des petits patrons ici, on parle des patrons voyous. La première entreprise où on s'est implanté, c'est Amazon, par exemple. Vous voyez. Voilà, c'est un peu ça qu'on veut faire. On veut créer un contre-pouvoir efficace. On considère qu'aujourd'hui, les grosses centrales... Alors, je ne parle pas des militants sur le terrain, parce que j'en connais énormément, j'ai énormément d'amis là-dedans. Vous considérez que les appareils des grosses centrales syndicales ne jouent pas leur rôle, c'est ça? Je considère, et je ne suis pas la seule. Pourquoi, à votre avis? Est-ce que vous trouvez que la France va bien? Est-ce que vous trouvez que tout va bien? Mais la France, elle est apaisée. Les services publics se portent bien, l'école se porte bien, les hôpitaux se portent bien. Est-ce que vous trouvez que les gens sont dans la paix, dans la concorde, que tout le monde gagne bien sa vie, qu'il n'y a personne dans la rue? Enfin, vous voyez, je pense que... Alors, le syndicat n'est pas la seule solution, bien sûr. Mais c'est un outil puissant quand il est bien utilisé. Et on pense qu'il est sous-utilisé et mal utilisé. Donc, on propose une alternative. D'accord. Alors on va en parler juste après cette petite pause et on va voir justement, parce que les centrales syndicales se sont opposées à vous et vous voulez savoir jusqu'où vous voulez aller, parce que vous êtes au début effectivement. Et que peut-on faire si on est syndicaliste aujourd'hui avec les Gilets jaunes? Alors vous vous présentez aux élections professionnelles des TPE. Des très petites entreprises, donc celles de moins de 10 salariés. 10 et moins, c'est bien ça. C'est bien ça. C'est bien ça. Alors, vous avez eu quand même, on a vu, un bras de fer très fort, contre vous, par CGT, CFDT, FO, CFE-CGC, CFTC, bras de fer juridique, et en fait, vous avez eu lundi matin quelque chose qui s'est passé, c'est que lundi matin, c'est-à-dire il y a 2 jours, le tribunal judiciaire de Paris vient de juger que l'Union syndicale Gilets jaunes a le droit de concourir lors du scrutin qui doit se dérouler, le scrutin professionnel du 25 novembre au 9 décembre prochain par Internet, et qui a la particularité, contrairement aux élections professionnelles dans les entreprises, d'être un scrutin sur sigle et non pas nominal. Alors j'aimerais comprendre comment ça se passe et quel est votre but de rentrer dans ces élections professionnelles TPE? Alors les élections TPE déjà, c'est tous les 4 ans et ça concerne 5 300 000 salariés, même plus que ça. 5 300 000, oui. C'est énorme, de gens qui travaillent dans des entreprises de moins de 10 salariés.
D'accord. Et donc, comme vous dites, ces gens ne votent pas pour des candidats parce qu'ils n'ont pas de candidats dans leur boîte, ils n'ont pas de syndicat dans leur boîte, c'est trop petit. Enfin, la loi ne le permet pas, en tout cas, telle qu'elle est construite aujourd'hui. Et donc, ils votent tous les 4 ans pour une organisation syndicale qui participe à donner la représentativité aux organisations qui se présentent. Donc, la CGT, CFDT, enfin, il y en a 6 qui nous attaquent, concourent pour compléter la représentativité qu'ils ont déjà obtenue dans toutes les grandes entreprises plus importantes, dans le secteur public. Et ça va leur permettre de désigner des gens prud'hommes, d'avoir des gens dans les régions, de participer à la gestion paritaire des organismes, etc. Donc ça, c'est les TPE. Et ça donne également droit à de lucratives subventions. D'accord. Donc, je tiens à dire... Pour les syndicats, vous voulez dire? Pour les syndicats qui gagnent en représentativité à l'occasion de ce scrutin. Cependant, ce scrutin... La représentativité est très faible parce qu'il y a 5% de participation. Oui, parce qu'il faut le souligner, dans les TPE, 95% des gens ne vont pas voter. Oui, c'est bien ça. Oui, c'est assez incroyable, mais bon, comme ils sont éloignés du monde syndical, ça peut se comprendre aussi. Bien sûr. Donc ils reçoivent un courrier chez eux, il faut qu'ils aillent se connecter, il faut faire une démarche. Il n'y a pas de représentation syndicale. Donc, dans leur boîte, non, ils ne les voient jamais. Donc 5% des gens qui votent, c'est très faible. Donc, alors quel est votre intérêt, disons-le, pour... nous, notre intérêt n'est pas financier, je tiens à le dire pour commencer, parce que nous refusons les subventions. C'est dans nos statuts. Les subventions, d'accord. Voilà, ça fait partie des choses qui nous différencient des autres. Nous refusons fermement les subventions parce que nous considérons qu'on ne mord pas la main qui nous nourrit. Et que si on commence à prendre des subventions, on ne sera plus libre tout à fait de nos actions. On y va pour se faire connaître. On a besoin, comme on ne vit que des cotisations de nos adhérents, on a besoin de se faire connaître à travers la France. Jusque-là, c'était assez confidentiel, même si ça circule, mais ça reste confidentiel. Là, on peut dépasser largement le cadre et se faire connaître auprès des salariés. D'accord. Et donc, l'idée, c'est de se faire connaître donc, et d'avoir des adhérents pour pouvoir fonctionner, être fort et pouvoir vraiment les aider et mener des actions syndicales puissantes. Donc voilà, en fait c'est une première étape pour vous là et actuellement, si j'ai bien compris, on a fait appel, enfin le jugement là dont on a parlé lundi, très bien judiciaire de Paris, on a fait appel, c'est-à-dire que pour le moment vous n'êtes pas encore sûr de pouvoir vous présenter. Non, c'est la 3e décision en fait qui concerne les TPE, puisqu'on a présenté notre candidature en février. Oui. Au mois de mars, la DGT, la Direction Générale du Travail, a validé notre candidature. Elle a estimé que les statuts, les comptes étaient conformes et que donc elle a validé. Ça n'a pas plu à 6 organisations syndicales, les plus grosses de France, qui nous ont attaqué. Elles ont attaqué la décision pour faire annuler notre candidature. Donc, en première instance... Mais vive la concurrence, ils auraient dû être plutôt... faudra leur poser la question pour savoir pourquoi exactement ils ne veulent absolument pas qu'on participe à ce scrutin. On leur posera la question. Donc pour le moment, oui, alors vous voilà, continuez, donc, oui. Ensuite, ils ont contesté. Première décision au mois de mai, ils gagnent au TJ de Paris. Ils gagnent. Donc, nous sommes retirés des TPE. Nous avons fait un pourvoi en cassation, puisqu'il n'y a pas d'appel dans ce cadre de... Voilà. Donc nous avons gagné en cassation. En mois cours de de cassation, vous avez gagné. Voilà, la Cour casse le jugement et renvoie devant un tribunal autrement composé, comme elle peut le faire. Donc du coup, on s'est dit, soit ils en restent là, soit ils continuent, ils s'acharnent. Ils se sont acharnés. Donc on a eu encore une audience, ils ont ressaisi le TJ de Paris. On a eu une audience qui a duré 4 heures, c'est beaucoup. Où ça a été extrêmement violent dans les termes contre nous. Notre avocate, c'était quand c'était le 3 octobre. Le 3 octobre, là. Oui. Ça va très vite, en fait, parce que le calendrier est serré. Les élections, c'est pour le 25 novembre. 25 novembre, oui. Donc il faut absolument que les décisions de justice soient toutes prises avant cette date. Ce qui nous empêche d'ailleurs de faire campagne, contrairement aux autres. On n'est pas sur un pied d'égalité, encore une fois, sur ce sujet. Donc le 3, grosse audience de 4 heures. Notre avocate que je salue, Maître Ayache, qui a tenu contre 4 avocats déchaînés, je tiens à la féliciter. Résultat, la décision est tombée le 14, donc il y a 2 jours. Le TJ a accordé notre candidature. Donc là, effectivement, ils peuvent encore se pourvoir une dernière fois en cassation. Et on verra ce que ça donne. Ils ne l'ont pas fait pour le moment. Pour l'instant, je n'ai pas d'informations comme quoi il l'ait fait. J'ai juste vu dans un article de presse que la CGC avait déjà décidé de le faire. D'accord. C'est intéressant, oui, de voir un peu, effectivement, où se passe la concurrence et le combat actuellement. Donc, vous, en tout cas, vous êtes décidé à continuer. Est-ce que vous... Alors, il y a l'action syndicale. Est-ce que pour vous, pose la question brute de décoffrage, et les ronds-points, vous pensez que vous regrettez les ronds-points ou pas ? Pas du tout, mais il y en a toujours des ronds-points en fait. Oui, non, je veux dire, il y a toujours des ronds-points. Je ne les regrette pas parce qu'ils existent toujours. Ouais, il y en a peu. Ce que je veux dire quand je dis regretter les ronds-points. Est-ce que vous regrettez les foules ou les gens qui étaient sur les ronds-points ?
En fait, ce qui peut nous manquer, c'est ce rassemblement, ce lien social qui s'est recréé autour des ronds-points. Parce que c'était vraiment symbolique. Le rond-point, c'est justement un carrefour où les voitures se croisent. C'est aussi un carrefour où les gens se retrouvaient. Tout à fait. Mais je vous pose la question parce que, encore une fois, sans prendre parti aucunement, mais je me dis, c'est vrai, ce lien social qui avait été remarqué par tous, qu'on soit pour ou contre les Gilets jaunes, à l'époque, je parle de 18-19, etc., de 2018-2019, aujourd'hui, on a l'impression que, justement, on vit dans un pays où on voit beaucoup plus les divisions, les clivages, les affrontements, beaucoup plus que les rassemblements, même les plus pacifiques. Est-ce que je vous demandais, est-ce que c'est quelque chose qui, à votre avis, est possible ou on est dans une toute autre phase? J'aimerais avoir votre ressenti là-dessus. En fait, c'est plutôt les médias mainstream, à mon avis, qui nous montrent une société ultra fracturée et tout ça. Et c'est vrai que certains mouvements politiques participent à ça, ce qui est bien dommage, et ce qui est d'ailleurs à l'antithèse des valeurs de fraternité, de solidarité et d'égalité que nous défendons depuis le début. Il faut retrouver du lien. Il faut participer à retrouver du lien. Le syndicat, lui, il va agir dans le monde du travail. Donc, on va recréer du collectif dans le monde du travail. Nous, c'est notre objectif. Après, pour les ronds-points, chacun est libre d'y retourner. Nous, on y retournera avec plaisir. Pour aller les voir. Pour aller voir. Oui. Écoutez, on suivra ça. Vous allez nous dire si effectivement, comment va s'appeler cet appel en cassation, là, en fait, et vous nous tiendrez au courant. En tout cas, écoutez, le syndicat des Gilets jaunes existe. Je l'ai rencontré, on l'a rencontré, vous l'avez rencontré. Et voilà, juste pour vous joindre, il y a un site, il y a une adresse. Site internet, syndicatgj.fr, GJ comme Gilets jaunes. Syndicatgj.fr. Voilà. D'accord. Oui, non, mais pour les gens. Et vous avez toutes les informations pour nous retrouver. On fait des permanences juridiques aussi gratuites, je le dis, pour ceux qui veulent venir nous voir. Tout est marqué sur le site. Eh bien, écoutez, bonne chance. Merci. Sud Radio André Berkoff. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Il y a tant de vagues et de fumée qu'on n'arrive plus à distinguer le blanc du noir. Le paradis blanc de Michel Berger, ce que vous avez entendu, ce sont les baleines, bien sûr, les baleines. Et vous savez, nous avions reçu, vous savez, auditeurs de Sud Radio, résistants de Sud Radio, nous avions reçu il n'y a pas longtemps le compagnon, le mari de Brigitte Bardot. On célébrait les 90 ans de Brigitte Bardot. Et elle nous avait dit, je me rappelle, il y a pas si longtemps, il y a quelques semaines, elle nous a dit surtout parler de Paul Watson. Alors on a regardé, effectivement, on avait entendu parler de Paul Watson. Alors je rappelle que Paul Watson, c'est la figure de proue d'une émission qui s'appelait Whale Wars, la guerre des baleines, connue en France sous le nom de Justicier des mers, qui a été diffusée de 2008 à 2015 sur la chaîne Animal Planet. Et depuis la fin des années 1970, Paul Watson et son ONG Sea Shepherd, le berger de la mer, les bergers de la mer, cherchent à empêcher la chasse à la baleine. C'est vraiment le combat, depuis presque 50 ans. Voilà, une technique pacifiste, mais non sans risque, s'interposer entre les cétacés et les imposants navires qui les chassent. En fait, il y a, je rappelle tout à fait, c'est une activité illégale, l'organe international qui encadre la chasse à la baleine depuis 1946 a été rejoint par près de 90 pays, la Convention baleinière internationale. Voilà. Et en 1986, cette Convention baleinière internationale a interdit la chasse commerciale à la baleine, actant dans la foulée la création de sanctuaires. Et là, dimanche dernier, Paul Watson était au Groenland. Il a été arrêté où son bateau faisait escale. Il se rendait vers le passage du Nord-Ouest pour barrer la route à un baleinier japonais qui venait pour effectivement massacrer. Et là, Francis Lalanne, vous étiez au Groenland, vous êtes allé pour ça, je crois. Vous êtes artiste, vous êtes chanteur. On ne va pas vous présenter, on vous connaît. Et vous étiez au Groenland, pourquoi? Pour cela? Je suis allé soutenir Paul Watson lors de l'audience qui a eu lieu à la cour de Nuuk, palais de justice de Nuuk, oui, qui devait statuer sur son sort. Et donc je suis allé là-bas pour lui manifester le soutien du monde artistique français qui est en train de se rassembler vraiment pour
pour le soutenir et donc lui apporter toute l'affection des artistes et le soutien des artistes. Et j'ai assisté, je peux le dire, à un simulacre de procès. Ah bon ? Alors racontez-nous. Mais c'est invraisemblable. Ouais. C'est-à-dire que vous avez donc un procureur, on est dans l'Union européenne, et vous avez en face une personne qui comparait devant le procureur avec son... parce que Groenland... C'est l'Union européenne. C'est le Danemark. C'est le Danemark. Ça appartient au Danemark. Enfin, c'est sous la tutelle du Danemark, on va dire. Alors, et donc vous avez un procureur qui est là devant une personne qui comparait, et vous avez donc l'avocat qui est à côté et le procureur qui explique que de toute façon il ne regardera pas les preuves de l'innocence de Paul Watson. L'avocat, il a toutes les preuves apportant, disculpant Paul Watson, et le procureur, pour la deuxième fois, lui explique que le tribunal n'est pas intéressé par les arguments de la défense. C'est-à-dire que c'est un non-respect total des droits de la défense dans l'Union européenne. C'est invraisemblable. Si je l'avais pas vu de mes yeux, je l'aurais pas cru. Vous voulez dire, le procureur dit, on n'en a rien à faire, qu'il ait des preuves de ce que fait Paul Watson, ça nous intéresse pas. Non. C'est-à-dire qu'ils disent, le Japon a dit que vous aviez fait ce qu'on vous reproche, donc nous, ça nous suffit. C'est invraisemblable. On lui reproche quoi ? De s'être interposé devant le baliné japonais ? Non, c'est une histoire. Alors, il faut savoir que la défense a toutes les preuves que les accusations du Japon ne sont pas légitimes. Ce sont ce qu'on lui reproche, en fait, ce sont des actions qui ont été menées par d'autres personnes. D'ailleurs, la personne, c'est un monsieur qui s'appelle Pete Betoon, qui faisait pas partie de il collaborait avec Sea Shepherd, et qui a vu son bateau se faire couper en deux par un harponneur japonais. Et là, on a toutes les preuves. Il est sauvé par un des bateaux de la flotte de Paul Watson, de Bob Barker, son équipage aussi. Et donc, Paul Watson lui dit, il veut absolument se faire rembourser son bateau. Il est furieux, le dénommé Pete Betoon. Et Paul Watson lui dit, non, ne fais pas ça. On a toutes les images, on a la preuve que tu as été harponné, que ton bateau a été coupé en deux. On va porter plainte, tu vas te faire rembourser. Et lui décide, tête brûlée, il décide de prendre un scooter, d'aborder le bateau japonais, il se hisse sur le bateau japonais, là, on prétend qu'il y a un marin qui a été blessé dans l'opération, en fait, il s'est autogazé. C'est ça, super justice, alors, etc. Une fois qu'il est sur le bateau, le Pete Betoon en question, on le met à fond de cale, après on l'emmène au Japon, on le met au cachot, et puis là, il reste 2 mois, il n'en peut plus, et en fait, on a aussi les preuves de ça, c'est-à-dire que ils lui ont extorqué une accusation contre Paul Watson, disant que Paul Watson avait commandité tout ça, qu'il avait demandé à ce qu'on blesse des gens. Et on lui a dit, voilà, si tu veux sortir, tu signes ça. Il signe ça, il sort, et quand il sort, il dit, bien sûr, on m'a extorqué, tout ça. Donc, en fait, il y a toutes les preuves. Il faut savoir une chose, qu'est-ce qu'il fait au Danemark ? Il y a un mandat d'arrêt international qui a été lancé contre lui, puis dissimulé pour lui faire croire à Paul Watson qu'il n'était plus sous le coup d'un mandat d'arrêt. Et donc, c'est ce qui a fait qu'il s'est jeté dans la gueule du loup, c'est qu'il pensait qu'il n'était plus sous le coup du mandat d'arrêt. Bon. Et ce mandat d'arrêt, il a été donc émis par le Japon. Alors, une fois qu'il est arrêté au Danemark, que doit faire la justice danoise ? La justice danoise, elle doit vérifier d'abord, c'est son devoir juridique, de savoir qui est responsable de quoi. Voilà, elle doit vérifier la validité de ce qui a justifié l'émission de ce mandat d'arrêt international. Donc, une fois qu'ils ont vérifié la validité qui justifie le mandat d'arrêt international, s'il est justifié, parce que s'il n'est pas justifié, on le libère. À ce moment-là, ils doivent vérifier que le pays qui va juger Paul Watson, s'il y a extradition, respecte les droits de l'homme. Paul Watson est, de quelle nationalité ? Il est canadien-américain. Canadien-américain, d'accord. Et donc, la deuxième mission du tribunal danois, c'est de vérifier que le pays qui demande l'extradition de Paul Watson respecte les droits de la défense, respecte les droits humains, etc. Donc, comment voulez-vous qu'un pays qui, lors d'une procédure judiciaire, ne respecte pas les droits de la défense, puisse vérifier que le pays qui demande l'extradition va lui-même respecter les droits de la défense. Et qui est le pays qui demande l'extradition ? C'est le Japon. C'est ça. Le Japon. Alors, si je comprends bien, parce que Paul Watson, ça fait des années, des dizaines d'années qu'il s'occupe effectivement de se battre contre la chasse à la baleine, etc. Est-ce que vous croyez que c'est en fonction de ce qu'il est, de ses activités, qu'on fait ça ? On veut faire un exemple.
drôle ou pas, Francis Lalanne? Écoutez, ce qu'on veut faire en tout cas, c'est éliminer Paul Watson. Je veux dire que le Japon s'est organisé avec le Danemark, c'est un complot, hein, c'est un guet-apens qu'on lui a tendu pour l'arrêter et pour le mettre hors circuit. Parce que, en fait, si Paul Watson est extradé au Japon, quand on voit déjà comment se passe la procédure au Danemark, et quand on connaît le système japonais, un système féodal, quoi, un système punitif qui est là pour détruire les gens. Il a 73 ans, il a des problèmes de santé, il a des problèmes de tension, de diabète, et franchement, quand je vous dis que j'ai assisté à des choses que je n'aurais jamais cru si on me les avait racontées, j'ai vu donc Lamia Essemlali, donc présidente de Sea Shepherd, être obligée de sortir de ses gonds pour obtenir que le procureur lui fasse donner les médicaments qui lui ont été ordonnés par son médecin. Il a des doses extrêmement précises qui doivent lui être données par rapport à son diabète, par rapport à ses problèmes de tension, et le procureur ne voulait pas que Lamia Essemlali lui transmette les médicaments. Il a fallu qu'elle vraiment, pourtant c'est quelqu'un de très pondéré, Lamia Essemlali, c'est quelqu'un, mais là je l'ai vu être obligé de sortir de ses gonds pour qu'il puisse avoir ses médicaments qu'il a fini par avoir. Francis Lalanne, restez avec nous, nous allons faire une petite pause et je crois que s'il y a des auditeurs... Nous les prendrons, mais si les auditeurs veulent appeler pour poser une question ou pour réagir, qu'ils n'hésitent pas, c'est le 0826 300 300. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. C'est un grand plaisir que maintenant qu'on a la Sud Radio sur Lyon. Et nous sommes avec Francis Lalanne, le chanteur, le poète, l'interprète, l'homme politique aussi, il ne faut pas l'oublier. Mais surtout, là, on parle de son retour du Groenland, où il a assisté effectivement à ce qu'il appelle, en tout cas la parodie pour le moment de procès de Peter Watson. Je rappelle que Peter Watson, avec Sea Shepherd, le berger des mers, est quelqu'un qui depuis 50 ans se bat sur le terrain, c'est-à-dire sur mer, contre la chasse à la baleine et la prédation qu'il y a sur les baleines. Et là, effectivement, il est au Groenland, enfin la partie danoise du Groenland, et il est arrêté. Alors, qu'est-ce qui peut se passer maintenant, Francis ? Moi, je vais te dire ce que je pense. Je pense que aujourd'hui, je ne vois que la France pour sauver Paul Watson. Je vais t'expliquer pourquoi. Pourquoi ? Qui est en première ligne pour défendre Paul Watson ? C'est Sea Shepherd France. Dans quel pays ? Quel est le seul pays d'Europe où des gens descendent dans la rue pour demander la libération de Paul Watson et se mobilisent de plus en plus nombreux ? C'est la France. Le seul pays où des députés, des sénateurs, des députés européens demandent la libération de Paul Watson, c'est la France. Le seul pays où des influenceurs comme toi sur les réseaux demandent et se positionnent en faveur de Paul Watson, c'est la France. Le seul pays où les artistes se mobilisent pour sauver Paul Watson, c'est la France. Alors, et le seul pays, excuse-moi, et le seul pays, et je voudrais en venir là, et le seul pays, rendons à César ce qui appartient à César, il faut être juste, où un dirigeant s'est prononcé en faveur de Paul Watson, le seul pays où un dirigeant s'est prononcé en faveur de Paul Watson en Europe et dans le monde, c'est la France. Car le président de la République française a dit, et c'est très intéressant ce qu'il a dit, il a dit, je vais m'investir personnellement en faveur de Paul Watson. Alors, le mot personnellement, on peut dire ce qu'on veut du président de la République, mais pas qu'il connaît pas la signification des mots. Il est très important. Pourquoi ? Et voilà pourquoi j'ai beaucoup d'espoir. C'est parce que il se trouve que le président de la République française a des pouvoirs personnels. Tu sais, le droit de grâce, quand il y avait la condamnation à mort, il a des pouvoirs personnels. Et le droit d'accueil, etc., d'asile, le droit d'asile. Exactement. Donc, il n'emploie pas le mot personnellement au hasard. Si il emploie le mot personnellement, c'est qu'à mon avis, il a l'intention de le faire. C'est-à-dire qu'il a le pouvoir, lui, d'accorder à Paul Watson le statut de réfugié politique. Et là, si tu veux, comme toute la France est en train de se mobiliser pour Watson, il est naturel maintenant pour le président de la République française d'user de ce pouvoir personnel pour sortir Paul Watson de là. Pourquoi je pense que c'est le seul moyen ? C'est parce que je vois et j'ai vu comment se comporte le gouvernement danois. C'est-à-dire, le gouvernement danois est en train d'accuser Paul Watson d'éco-terrorisme, alors qu'il n'a jamais fait de mal à une mouche, et qu'il est en train de le faire en corrélation avec un gouvernement qui est le gouvernement japonais, qui lui est un gouvernement éco-terroriste, puisqu'il a été condamné par la Cour internationale de La Haye, il a été condamné par la Cour fédérale d'Australie, il a été condamné par la Commission baleinière internationale pour violation de toutes les règles internationales sur la protection des espèces menacées, en l'occurrence par les baleiniers, les braconniers japonais. Donc, le ministre de la Justice, qui aujourd'hui serait le seul, en fait, et le premier à pouvoir libérer Paul Watson,
en examinant les preuves de la défense et que le procureur ne veut pas examiner. Donc, si le procureur n'examine pas les preuves de la défense, le ministre de la Justice ne les a pas, donc il ne peut pas se prononcer et on fait traîner les choses. Et moi, ce que je crains qu'il fasse traîner les choses au point que Paul Watson soit incarcéré depuis suffisamment longtemps pour qu'il soit extradable. S'il prend une peine de 1 an de prison à la prochaine audience qui aura lieu le 23 octobre, à ce moment-là, il peut être extradé. Et à mon avis, le processus de l'extradition est engagé. Si tu veux, il faut être lucide. S'il avait ça fait plus de 2 mois qu'il est en prison. Si le ministre de la Justice danois avait l'intention d'aider Paul Watson, ça serait fait depuis longtemps. Donc aujourd'hui, je regarde la mobilisation de la France. Et en plus, il faut dire une chose. Mais juste un moment, Francis Lalanne, c'est intéressant parce que qu'on parle d'extradition. Il y a un nom qui s'impose, c'est le Julian Assange des mers, Paul Watson. C'est le Julian Assange. Parce que Julian Assange, j'ai entendu pendant des années, il n'a pas été extradé, heureusement, il a pu rentrer en Australie. Mais enfin, parce qu'on s'est mobilisé. Et il faut absolument. Là, je pense que les Danois attendent que la mobilisation retombe. Or, la mobilisation française, elle ne retombe pas. Au contraire, elle augmente. Alors, dites-moi très précisément, parce qu'on arrive en fin d'émission. Qu'est-ce que vous faites ? Je crois qu'il y a une pétition qui circule. Il y a une pétition qui est à la fin du clip de la chanson que nous sommes en train d'enregistrer avec tous les artistes qui se sont réunis. Qui, par exemple, Florent Pagny, Cali, Anne Sully, Véronique Sanson, Chloé, il y a énormément, Nicoletta. Et c'est pour bientôt. On est 30. Et donc on est en train d'enregistrer la chanson. Mais au-delà, il y a Chaka Ponk, il y a beaucoup d'artistes qui se mobilisent en ce moment. Et ce que je voudrais dire, c'est que cette mobilisation, naturellement, elle empêche l'actualité de s'éloigner de Paul Watson. Parce que c'est le danger aujourd'hui. Si Paul Watson, on l'oublie, il va être extradé. Si Paul Watson est extradé, on le reverra plus. C'est grave ce qui est en train de se passer. Une personne qu'on traite comme un éco-terroriste alors qu'il n'a jamais fait de mal à une mouche et qui est en ce moment menacé par un gouvernement qui, lui, viole toutes les règles internationales, ça n'a pas de sens dans l'Union européenne. Donc je dis aujourd'hui, pour moi, la seule solution pour Paul Watson, aujourd'hui, rapide, parce qu'il faut qu'il sorte de prison, c'est un vieux monsieur qui est malade, il faut que le président de la République française entende la voix du peuple français, entende la voix des sénateurs, entende la voix des journalistes, des influenceurs, des artistes, et en tant que représentant du peuple français qui a des pouvoirs personnels qui peuvent lui permettre de sortir sur le champ Paul Watson des geôles danoises et donc plus tard des geôles japonaises, il faut qu'il lui accorde le statut de réfugié politique. À ce moment-là, il sera libre dans la zone Schengen. Écoutez, l'appel est lancé, Francis Lalanne, vous avez lancé l'appel, je crois qu'il est très clair. Je l'ai lancé gentiment. Écoutez, j'ai jamais pensé que vous étiez Hulk. C'est pas encore votre vocation, vraiment. Juste un mot, où est-ce que les gens qui veulent lire la pétition, ils peuvent aller sur le site de Sea Shepherd France. Sea Shepherd France. Il faut dire quand même qu'il y a 3 pétitions qui circulent. Celle que je donne, c'est celle de Sea Shepherd France. Et il y a plus d'1 million de personnes qui ont signé. Donc je veux dire qu'on ne peut plus ne pas entendre. Oui, on ne peut pas dire que c'est un événement. En tout cas, c'est très intéressant. Et je vous dis, moi, je suis frappé encore une fois, comparaison n'est pas raison, mais avec l'homothétie avec Julian Assange. Dans un tout autre domaine, bien sûr. Mais qui est très intéressant. Et il faut espérer qu'il reste moins longtemps en prison. 14 ans comme l'autre. Voilà. Ou presque. Voilà. Merci Francis Lalanne. Non, mais c'est moi qui vous remercie. Et quand la chanson est terminée, je vous l'emmène. Ah ben absolument. Voilà. Absolument. Merci beaucoup. Et si vous voulez réagir ou poser votre question, notre antenne vous est ouverte. Vous pouvez appeler au 0826 300 300. André Berkoff revient pour la deuxième partie de l'émission où il recevra Louise El Yafi, avocate franco-libanaise et auteure de La femme est un islamiste comme les autres aux éditions du Cerf. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Cuir Center. On a beau s'appeler Cuir Center, on sait aussi faire des canapés en tissu. Vous vous rappelez cette cérémonie à la fois intéressante et très contestée de l'ouverture des Jeux Olympiques à Paris. Il y a eu quand même des suites assez étonnantes. On ne va pas revenir sur la polémique, c'est pas le problème.
Mais il y a eu, vous savez que des milliers de chauffeurs volontaires ont été effectivement sollicités pour transporter les spectateurs, les sportifs, etc. Parce que on avait besoin de cela, des millions et des millions de personnes. Eh ben, ils ont été récompensés, ces chauffeurs volontaires, en tout cas un certain nombre, des dizaines. Vous savez comment ils ont été récompensés ? Par des contraventions. BFM TV en parlait hier, écoutez. 6 contraventions, plus de 600 € d'amende et 2 points retirés. Les 2 semaines de Michel en tant que chauffeur bénévole lui ont coûté très cher. Le dessert, comme souvenir, il est très amer sur ces JO. Comme des dizaines d'autres chauffeurs, le retraité conteste l'intégralité des délits. 2 de ces amendes pour excès de vitesse concernent par exemple un moment où il suivait une escorte policière et bravait donc logiquement les limitations. C'est un peu déroutant, ils vous font signe toujours, avance. Ils étaient pressés, ils me rendaient service. Nous, on circule avec notre permis, on va nous retirer des points sur notre permis parce qu'on est allé travailler gratuitement à Paris. Non mais c'est d'une incompréhension totale. Voilà, on travaille gratuitement, on est bénévole, on aide et on reçoit des contraventions parce qu'elle est allée un peu plus loin. Mais c'est évident en ce moment, mais écoutez, franchement, bénévole. Écoutez, le périphérique était 50 km/h, il faut le ramener à 30, à 10. Non, mais il faut apprendre aujourd'hui. L'idéologie, c'est l'escargot. Vous voyez, la ligne directrice, c'est l'escargot. Et là, tout le monde sera heureux, évidemment, et on ne sera pas pollué. Non, c'est fou quand même. On sollicite des bénévoles, on leur demande d'être là, ils se mobilisent et on leur fait des PV. Mais c'est quoi cette histoire ? C'est quoi ? Eh ben, c'est, vous savez, les gens qui marchent non pas sur la tête, mais sur autre chose. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes. Allô patron, elles sont à 99 centimes. Les bananes. Eh oui, en ce moment, ils font le kilo de bananes à 99 centimes. Quoi ? Moins d'1 € le kilo de bananes ? Mais ils nous prennent pour qui, oh ? Pour des bananes ? Enfin, moi ce que j'en dis, hein. Mais on est mal. Grand jeu anniversaire Lidl Plus, jusqu'au 10 novembre, 1500 € à gagner chaque mois pendant un an. Catégorie 1, calibre P20, variété Cavendish, diverses origines selon arrivage. Règlements et informations sur Lidl.fr. Sud Radio Montpellier. 104.7. Sud Radio. Ça y est, on a repéré notre cible. Elle est vêtue d'un pull tout doux de chez Cash Cash à 25,99 € et d'un jean garanti 3 ans de la marque Bonobo à 29,99 €. Et sa complice porte le nouveau pantalon magique de chez Bréal qui réchauffe tout en douceur. Pas de doute, elles sortent de chez Vibes. Cash Cash, Bonobo, Bréal. Vibes, c'est la boutique aux 3 marques exclusives pour trouver son style. Et le meilleure chaîne de magasins catégorie mode femme. Vibes, votre style est là. Là, c'est Léa qui fête à sa façon l'arrivée de sa nouvelle cuisine Cuisinella et de ses nouvelles plaques induction pour seulement 1 €. Au moins là, ça fait des petits plats qui sentent bon. Et en ce moment, chez Cuisinella et que chez Cuisinella, le 4e électroménager est seulement à 1 € parmi 300 références. Cuisinella, là, c'est chez vous. Cuisinella. Du 1er au 31 octobre 2024, voire conditions en magasin. Dites-moi. Oui, monsieur Géniaud. Quand vous dites une véranda Rénoval, c'est une pièce en plus. C'est pas vrai? Ah? Mais oui, c'est aussi le salon où je reçois, mon bureau, le coin où je me repose. Ma véranda, c'est Rénoval. Point final. À quoi je vois que mon chat est heureux? Écoutez. Il se sent bien chez nous. Je lui fais des tonnes de caresses, je le brosse avec amour et surtout, je lui offre ses repas plaisir. Les repas plaisir, ce sont de délicieuses recettes gourmandes et équilibrées, élaborées sous contrôle vétérinaire et fabriquées en Normandie. Les repas plaisir répondent parfaitement aux besoins quotidiens de mon Merlin. Ah, il sait qu'on parle de lui là. Les repas plaisir. Chaque jour, nourrir d'attention. Disponible en grande surface et en ligne sur lesrepasplaisir.fr. Chez Orange, on sait que lorsque l'on vit sous le même toit, il faut tout partager. Même le frigo quand... Ah, y a plus rien. Et aussi la salle de bain qui est... occupée. Par contre, avec le pack mobile 100 Go 5G, chacun profite de son forfait pour 14,99 € par mois et par personne. Ah, enfin une bonne nouvelle. Orange est là. Offre réservée aux nouveaux clients dans la limite de 5 souscriptions concomitantes et à la même adresse. Prix valable à compter de la deuxième facture après validation de la demande de remboursement au lieu de 29,99 € par mois avant. Conditions en boutique ou sur orange.fr. Leclerc, bonjour. Bonjour. Super votre promo d'Annette. Surtout qu'une étude a prouvé que ça rend les enfants beaucoup plus sages. Quelle étude? Une étude pas du tout scientifique menée par moi-même. Écoutez, Danette. Pas Danette. Danette.
Eh bien, votre étude va se poursuivre, car du 15 au 26 octobre chez Leclerc, le 3e pack de Sidanette, vanille, chocolat ou caramel est offert. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Origine France, modalité magasin et drive participants sur www.e.leclerc. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. La femme est un islamisme comme les autres. Non, c'est absolument pas un nouveau manifeste féminin. C'est autre chose. C'est une enquête passionnante. C'est une enquête sur ce qui s'est passé, ce qui se passe encore. Est-ce que, en islamisme radical ou en islamisme politique, la femme est-elle aussi, comme disait Aragon, l'avenir de l'homme? On en parle tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Eh bien, écoutez ceci. 2 témoignages qui sont collés, 2 témoignages sonores. L'un qui date de 2020, c'est un reportage d'une agence AFP dans un camp de Syrie. Et l'autre qui date de 31 mars 2021, toujours dans un camp de Syrie où sont actuellement détenues des femmes qui ont participé à l'aventure de Daesh. Écoutez, d'abord. Excusez-moi, il y a des gens qui ont voulu aller vivre une aventure, je sais pas moi, en Inde. Ils sont revenus, non? Après leur aventure, elle était bien, elle était pas bien, ils sont revenus. Et nous, on est venus ici, on a vu des trucs bien, des trucs pas bien, voilà. On a fait une aventure, c'était pas top, on veut revenir, c'est tout. On veut rentrer dans nos pays, rentrer chez nous. Vive la France! Non, mais vous savez qui fait? Elles avaient rejoint les rangs de l'État islamique et sont depuis retenues dans des camps kurdes dans le nord-est de la Syrie. Plus de 80 femmes françaises et avec elles 200 enfants se retrouvent aujourd'hui prisonnières derrière ces grilles dans des conditions sanitaires jugées déplorables. Ces femmes espèrent retourner chez elles en France où ont déjà été rapatriés 35 enfants, pour la plupart des orphelins. Mais Paris estime que les adultes doivent être jugés sur place, ce que contestent des avocats et universitaires français. Ils viennent de saisir la Cour pénale internationale. Voilà, effectivement, voilà. Vous avez entendu donc ces femmes qui étaient parties pour des raisons diverses et variées, rejoindre soit un mari, soit une personne rencontrée sur Internet. Et on va en parler parce que c'est le sujet du livre de Louise Eliafi qui vient de paraître aux éditions du Cerf. Louise Eliafi, vous êtes avocate et vous écrivez, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Et vous avez fait une enquête de 2 ans et demi, justement sur le rôle des femmes dans l'islam politique, dans l'islamisme, dans la radicalisation, dans le terrorisme, dans tout ce qui s'est passé depuis des années avec Daesh, l'État islamique et autres. Et vous avez retiré quand même un certain nombre d'enseignements, parce qu'on a l'habitude de dire oui, ben les terroristes ce sont les hommes, les massacreurs ce sont les hommes, ceux qui en plus pratiquent l'extrémisme radical ce sont les hommes. Et vous vous dites non, pas du tout, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Exactement, c'est même une question d'égalité. D'où le choix de ce titre, la femme est un islamiste comme les autres, la femme est un islamiste comme un homme, la femme peut être aussi radicale qu'un homme, au-delà même de la seule question de l'islamisme. En fait, le déclic en France, il se fait en 2016. En 2016, il y a cet événement que, par ailleurs, pas mal de gens ont oublié finalement, alors même que c'était quelque chose de très emblématique. C'est qu'en 2016, vous avez ce commando féminin, c'est-à-dire qui est constitué de 4 jeunes femmes, qui se connaissaient depuis à peine quelques semaines sur les réseaux sociaux et qui se disent « et si on allait faire exploser une voiture aux abords de Notre-Dame ?» Alors heureusement, elles ne sont pas très bien entraînées. Aux abords de la cathédrale, tout près de la cathédrale. Exactement. Donc, les dégâts allaient être quand même assez énormes, humainement parlant. Heureusement, très mal entraînées, elles confondent essence et diesel. Il y en a un qui brûle plus facilement que l'autre. Heureusement, elles confondent. Le fait est qu'elles se retrouvent devant le juge. Et tout d'un coup, on se dit, mais mince, on a manqué quelque chose. Et en fait, de quoi est-ce qu'on se rend compte? En tout cas, moi, c'est mes conclusions. Ça a été mes conclusions pendant 2 ans et demi. Et aujourd'hui, dans ce livre, c'est que avant 2016, on fait comme si la femme, elle était que femme d'islamiste, sœur d'islamiste, mère d'islamiste, elle n'est jamais islamiste elle-même. Et on découvre en 2016, stupéfiant, incroyable, que la femme est capable d'autonomie dans sa propre radicalisation. Et là, on tombe des nues. Et en fait, avant 2016, si vous voulez, on interpellait ces femmes uniquement dans le but de glaner des renseignements sur les hommes. On les relâchait tout de suite après.
En 2016... C'était vraiment l'opinion générale que la femme n'est qu'une espèce d'auxiliaire et qu'elle joue aucun rôle, quoi. C'était en tout cas l'opinion de ceux qui étaient décisionnaires. C'est-à-dire que c'était l'opinion des policiers, c'était l'opinion du judiciaire. Donc à partir du moment où ces gens-là considéraient qu'elles n'étaient pas dangereuses, il ne se passait rien. Donc vous n'aviez aucun dossier ouvert sur ces femmes au judiciaire. À partir de 2016, vous avez le parquet et l'instruction qui se réunissent et qui disent en fait on ne peut pas continuer. On a manqué 50% du problème, on va toutes les réinterpeller, on va réouvrir les dossiers, on va ouvrir les dossiers et on va en faire quelque chose. Mais encore, c'est-à-dire qu'au début, elles étaient seulement correctionnalisées. Elles n'étaient pas criminalisées. C'est-à-dire que les hommes, ils allaient encourir la perpétuité devant les assises. Elles, c'était des petits délits mineurs. À un moment, ils se sont dit, OK, on va aller même aux assises pour les femmes. Donc ça s'est un peu égalisé judiciairement parlant. Mais moi, je considère qu'on n'en est pas... Oui, c'est pas encore réglé. Oui, et c'est le moins que l'on puisse dire. Mais alors justement, qu'est-ce qui fait... Alors, toute votre enquête, d'ailleurs, qui est très intéressante, parce que vous êtes allé sur les réseaux sociaux, vous avez interviewé un certain nombre de gens, enfin, vous avez travaillé là-dessus, et vous dites en fait que... Alors, vous parlez évidemment parce que vous dites, comme vous dites, il faut remonter à l'islam, à l'islamisme, et expliquer tout cela, sinon on comprend absolument pas ce qui se passe. Vous parlez du frérisme, du salafisme, des djihadistes, effectivement, et vous montrez le côté totalitaire, séparatiste des doctrines quand elles s'enferment, quand elles se referment sur elles-mêmes, et que tout le reste, c'est koufars, mécréants, etc. Et justement, vous parlez de ce biais cognitif, les femmes sont des victimes, en tout cas, et en toutes circonstances, et vous dites non. Comment vous en avez aperçu? C'est en regardant, c'est en lisant, c'est en regardant Internet, c'est en lisant les textes, c'est rencontrant. Qu'est-ce qui vous a fait, vous, comprendre, et comment ces femmes, au fond, jouent un rôle aussi important que les hommes, il faut dire, quelque part? Déjà, je pense qu'il y a... Moi, en l'occurrence, alors est-ce que c'est mon éducation, est-ce que c'est mon expérience en tant que femme? Je me suis jamais, à titre personnel, dit qu'une femme était moins capable qu'un homme d'être dangereuse. Statistiquement, effectivement, on pourrait se poser la question. Oui, parce qu'il y a plus d'hommes que de femmes. Bien sûr. J'ai un chiffre, en l'occurrence, qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, je pensais pas que c'était à ce point, vous regardez la population carcérale globale, les femmes ne représentent que 3,6%. Donc on pourrait se dire, effectivement, elles sont moins dangereuses. Bien sûr. En l'occurrence, alors, ce chiffre, il devient intéressant en matière de terrorisme djihadiste, puisque les femmes, sur ces infractions-là, elles deviennent 24% des incarcérés. Oui. Ça passe de 3 à 24%. Voilà, exactement. En matière de terrorisme djihadiste. Exactement. Donc il y a quand même un lien avec la radicalité religieuse qui est intéressant vis-à-vis de la femme. C'est-à-dire que vous avez quand même vous avez globalement, statistiquement, moins de femmes qui vont faire des infractions de droit commun, qui vont voler, qui vont violer, qui vont escroquer, etc. Mais en termes de terrorisme djihadiste, elles sont pas majoritaires, mais c'est quand même un quart. Donc effectivement, on peut se poser la question. Maintenant, qu'est-ce qui m'a fait me dire que ces femmes n'étaient pas victimes? En fait, les faits étaient là. C'est-à-dire qu'on a toujours un peu cette phrase, mais qui est tellement vraie. On avait tout sous les yeux, mais on a décidé de rien voir. Inès Madani, qui a été un peu considérée comme le cerveau de ce commando de 2016, elle-même, et c'est pas la seule, elle arrive devant le juge. Le juge, alors là, elle était en correctionnel, elle n'était pas encore aux assises parce qu'elle a pris 30 ans aux assises. Elle arrive devant le juge correctionnel. La présidente du tribunal lui dit « Je vous condamne à 9 ans d'emprisonnement. J'ai entendu votre parcours, c'est un parcours difficile, mais je suis désolée, vous êtes dangereuse. » Et elle demande à Inès Madani « Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ?» Inès Madani est debout face à elle et sans aucune insolence, mais juste dans un constat, lui répond « vous avez raison, je suis dangereuse. » Et ça, c'est intéressant, c'est qu'on les fait passer pour des victimes, mais aujourd'hui, toutes les femmes qui ont été rapatriées, il n'y en a pas une qui dit « j'ai été manipulée ». Éventuellement des mineurs, éventuement des jeunes filles qui sont parties à 15 ans. C'est très intéressant. Vous avez vu celle qui est encore dans les camps en Syrie, qui dit oui, mais il y en a qui sont allés aux Indes dans des ashrams. Elle compare ce qui s'est passé avec l'État islamique qui est là-bas avec une aventure spirituelle bouddhiste dans un ashram de l'Inde. C'est intéressant, c'est-à-dire qu'elles sont vraiment dans leur autoroute ou dans leur sentier. Et alors, comment vous expliquez cela? Déjà, il y a eu une propagande de Daesh qui était quand même extraordinaire. C'est-à-dire qu'ils ont eu l'intelligence de faire croire à ces gens qu'ils allaient effectivement vivre une sorte d'aventure. Mais il faut voir les photos qu'ils leur présentaient. C'est-à-dire qu'on leur montrait Palmyre, on leur montrait l'Euphrate, on leur disait « mais vous allez voir, c'est un paradis terrestre où vous allez enfin ne plus être discriminés en tant que musulmans ». Il y a un truc qui a été très très peu dit et qui est encore trop mal compris, je pense. C'est qu'on est toujours là, oui, pourquoi est-ce qu'ils vont embrasser une idéologie qui les écrase, surtout les femmes? En fait,
faut voir aussi quels intérêts ils peuvent trouver dedans, en tout cas les promesses qu'on leur fait. Et il y a un truc qui s'est passé en 2014, qu'on a un peu trop obnubilé aussi selon moi, Abou Bakr al-Baghdadi, c'est-à-dire ce monsieur qui s'autoproclame calife et qui proclame le califat. Exactement. On est, je crois, fin juin 2014, me semble-t-il, le 29 juin 2014, il proclame le califat. Il a un discours, mais qui aurait dû nous faire réagir presque immédiatement. Il dit que vous soyez arabe ou non arabe, que vous soyez riche ou pauvre, que vous soyez blanc ou noir, que vous soyez un homme ou une femme, si vous êtes musulman, alors vous faites partie de la Oumma. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important, c'est qu'il y a plein de jeunes, hommes, femmes, filles, garçons, qui se sont dit qu'ils seraient mieux inclus à Daesh, à Raqqa, qu'en France. C'est quand même incroyable. Alors on peut dire que c'était pas les couteaux les plus aiguisés du tiroir, mais vous imaginez la propagande que ça a été, et il faut se poser la question, je pense, de pourquoi est-ce que ces gens-là se sont dit ouais, je vais être mieux inclus dans un califat. Y compris la question quand même qui est posée, on dit toujours, oui, mais chez les islamistes, regardez comment on traite les femmes, regardez les voiles, etc. Vous en parlez d'ailleurs dans votre livre. Regardez un peu la burqa, enfin tout ça, ce qui se passe en Afghanistan avec les talibans, enfin les derniers excès. Et en même temps, vous dites... Eh bien, ces femmes-là disent oui, mais là, je vais reconquérir, je vais avoir quand même une gloire beaucoup plus importante que je l'ai là, y compris dans la soumission. C'est ça, c'est ce paradoxe, c'est étonnant. Tout à fait. Mais en fait, moi j'entends souvent, oui, les femmes sont victimes de l'islamisme. C'est vrai, mais pas toujours. C'est-à-dire que vous avez effectivement des femmes qui subissent l'islamisme. Quand il y a un entrisme islamiste, voire jusqu'à un État islamiste, comme c'est le cas en Afghanistan, les femmes sont souvent les premières victimes. Claire. Mais à partir du moment où vous êtes une femme qui embrasse cette idéologie, vous n'en êtes pas du tout forcément victime. Et vous regardez à Raqqa, il y a des femmes qui se sont élevées socialement. Comment ? En Raqqa, en Irak. Attendez, en Syrie, pardon. À Raqqa, là où il y avait donc ce fameux prétendu califat, vous avez des femmes qui se sont élevées socialement, mais d'une façon incroyable. C'est-à-dire que vous avez des femmes qui, j'embrasse l'idéologie, j'ai bien montré que je t'ai radicalisée, donc on va me donner un rôle extrêmement important. Vous aviez des femmes qui étaient... Comme par exemple, comme rôle ? Par exemple, vous aviez les recruteuses. Ça, les femmes sont les meilleures recruteuses qui soient, puisqu'on leur fait plus confiance. Elles paraissent plus inoffensives. Donc, elles vont très souvent recruter les jeunes et puis les autres femmes aussi. Ça, c'est quelque chose. Et puis, à travers cette image de mère. Non, mais tu comprends, moi, je suis partie avec mon enfant. T'imagines bien que je mettrais pas en danger mon enfant si c'était si terrible. Bon. Donc ce sont de très bonnes recruteuses. Elles ont été extrêmement violentes physiquement, parce qu'on parlait de violence idéologique, mais elles ont été extrêmement violentes physiquement. Vous avez là, depuis quelques années, des procès qui se tiennent. Le premier va arriver en France, mais vous en avez eu un certain nombre en Allemagne, contre des femmes, des hommes aussi, mais leurs épouses qui ont torturé ou qui ont contribué à torturer ou à ce que soient violés les yézidis. Quelquefois, elles étaient beaucoup plus, vous le racontez, beaucoup plus féroces que les hommes. Vous avez la brigade Al-Khamsa. C'était la brigade des mœurs constituée de femmes qui surveillaient les autres femmes à Raqqa, donc pour vérifier si le voile était bien mis, etc. Vous avez des femmes revenantes en France qui ont témoigné du fait que quand elles étaient à Raqqa, elles préféraient même se faire arrêter par des hommes que par des femmes. Tellement elles étaient violentes. Et vous avez quand même Daesh, faut quand même y aller, Daesh qui a dit on arrête cette brigade, c'est trop violent. Vous imaginez si Daesh dit ça, vous imaginez si même Daesh dit oh là là, c'est trop violent, c'est pas possible. Vous imaginez la violence que ça a été. Donc... Et alors, qu'est-ce qui motive, je vous en parlais, mais je voudrais justement vous entendre là-dessus, qu'est-ce qui motive, alors vous remontez effectivement à l'islam, la religion, le rôle qu'a joué effectivement Khadija, la femme du prophète, qu'a joué Aïcha, qu'a joué un certain nombre de femmes. Est-ce que c'est ceci qui fait que celles qui étaient croyantes, qui observent les fondements de la religion, disent mais regardez, ces femmes ont joué un rôle très important. Et d'ailleurs, vous parlez des revues islamiques comme Dabik et compagnie qui effectivement glorifie. C'est ça, ou c'est se dire, oui, enfin, je joue un rôle, c'est très important, j'ai un rôle, j'existe, comme ça. C'est tout à fait ça, et je pense d'ailleurs que c'est le grand point commun entre les hommes et les femmes. Dans la radicalisation islamiste, dans la radicalisation tout court d'ailleurs, c'est ce côté... En tout cas, c'est ce qui résulte de à peu près tous les témoignages de revenants ou de gens radicalisés qui sont même pas partis d'ailleurs. Il y a ce truc de je me sentais marginalisé. Je me sentais marginalisée pour des raisons différentes. Ici en Europe, en France, ailleurs. Oui, et c'est des raisons qui sont d'ailleurs très souvent sociales. Ça, c'est intéressant. C'est un truc qu'on n'a pas vu, je pense, mais c'est des raisons souvent assez sociales. C'est je me sens marginalisée dans un pays qui est censé être inclusif avec à peu près tout le monde.
Que ça corresponde à une réalité ou un simple ressenti, ces gens-là se sont sentis à un moment marginalisés et ils se sont dit, c'est marrant, il y a ce discours-là qui me dit tu vas avoir un rôle. Pour les hommes, c'est tu vas être un grand combattant plein de virilité du djihad. Pour la femme, c'est tu vas être une mère, une sœur et surtout, tu vas engendrer les futurs lionceaux du califat. La femme a un rôle qui n'est pas du tout vu comme un rôle passif. Comme un rôle secondaire. Elle est combattante à sa manière. Exactement, exactement. C'est-à-dire qu'elle combat... Alors, je vais m'exprimer ainsi, mais l'homme combat avec sa Kalachnikov, la femme combat dans le djihad avec son utérus, mais aussi même avec son savoir. Elle est encore bien plus connaisseuse des textes que l'homme, parce que c'est elle qui est le modèle de vertu et qui transmet aux enfants. Donc ça la rend même encore plus rigoriste, oui. Ouais, et c'est très intéressant parce que effectivement, des gens peuvent se dire, mais oui, c'est bien, ça ressuscite des vertus importantes, et donc je vais jouer ce rôle. On va continuer à en parler après cette petite pause, parce que c'est vraiment une enquête. Vous avez choisi le fil de la pelote et qui déroule toute la pelote, mais c'est très intéressant, ce rôle des femmes, parce qu'il a été effectivement mis un peu entre parenthèses ou un peu sous le boisseau. André Berkoff reçoit aujourd'hui Louise El Yafi, avocate franco-libanaise et auteure de La femme est un islamiste comme les autres aux éditions du Cerf. Et si vous avez une question ou si vous voulez réagir, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Vous racontez comment, je voudrais revenir justement sur les fondamentaux de tout cela. Vous racontez dans votre livre, Louise El Yafi, La femme est un islamisme comme les autres, ce qui se passait, je vais retrouver la page tout de suite, ce qui s'est passé en France. Ici en France, donc parce que les prolégomènes et le début se passent toujours quelque part dans les pays d'origine et tout cas en Europe. Mais je voudrais rappeler ce que vous écrivez le 2 avril 2024, il n'y a pas si longtemps, quelques mois. 2 filles et un garçon âgés de 14 à 15 ans ont roué de coups leur camarade Samara à la sortie de son collège à Montpellier, dans le quartier de la Mosson. Tombée dans le coma, la jeune fille n'en sortira que 2 jours plus tard. Le mobile des agresseurs, ils auraient été furieux de voir une photo postée par la jeune fille la montrant tête nue, pas plus. Les tensions de l'adolescente de l'une de ces agresseuses voilées, elle, durait depuis plusieurs mois. La seconde avait été même exclue à plusieurs reprises de l'établissement pour avoir menacé la première. Avant de changer de version, la mère de Samara a indiqué que sa fille se faisait traiter régulièrement de koufar, mécréante ou de kahba, pute, en raison de ses tenues à l'européenne. Donc, le fondement, c'est quand même ça. C'est ici. C'est la maman et la putain, ou la putain. Exactement. C'est donc quelque chose qui fait que il y a une culture, une civilisation, un peu comme on veut, et vous pensez que c'est tout à fait lié à ce qui s'est passé, et ce qui s'est passé quelques années avant. Tout est lié, cette culture-là, et les envois en Syrie, et les gens qui ont rejoint, c'est lié. Alors, moi, en l'occurrence, je ne considère pas forcément que c'est un fait culturel, parce que là, en l'occurrence, l'anecdote que vous venez, l'infraction qui a eu lieu, plus qu'une anecdote, qui a eu lieu en avril dernier, pour moi, c'est un fait assez universel. Je m'explique. On va toujours mettre sur les épaules de la femme un peu la vertu ou la décadence d'une société. C'est-à-dire qu'on surveille un peu toujours le comportement d'une femme. Et effectivement, dans l'islamisme, comme ça a été le cas dans pas mal d'autres radicalités, notamment religieuses, il y a cette dichotomie entre, effectivement, la vierge et la putain. Quand vous avez une femme voilée... Ou la maman et la putain. Ou la maman et la putain, exactement. La maman étant finalement la suite un peu logique, entre guillemets, de la vierge. Mais on ne peut pas passer par autre chose. Là, en l'occurrence, que vous décrivez... Et ce que je décris effectivement dans mon livre, c'est que on a une femme qui, parce qu'elle porte ce voile, considère qu'elle est plus vertueuse, que par conséquent elle a plus de valeur, mais en plus considère qu'elle a le droit de surveiller l'autre femme et de la remettre dans le droit chemin lorsqu'elle quitte ce droit chemin. Et j'ai envie de vous dire qu'on a eu encore une affaire assez similaire. Alors, j'ai pas le détail des faits, mais on a eu une affaire pas très différente il y a à peine une semaine, où cette enseignante a eu l'outrecuidance de vouloir faire respecter, à la fille d'enlever son voile, faire respecter la loi de 2004 qui l'a giflée. Et vous avez énormément de violences intraféminines.
tu as moins de valeur que moi parce que tu es, entre guillemets, la putain, et que moi, je suis la femme vertueuse. Et il y a vraiment ce côté, notamment dans l'islamisme, où on fait porter sur les épaules de la femme à la fois l'obligation d'être surveillée constamment dans son comportement, à la fois l'obligation d'aller surveiller. Et c'est là qu'on en fait une combattante idéologique. Et d'ailleurs, à l'école, vous savez, vous avez chaque année des chiffres sur la laïcité au lycée qui sont toujours de plus en plus accablants. Et ben, on s'intéresse toujours à la communauté d'origine des personnes, ce qui n'est pas illégitime hein, comme donnée. On s'intéresse jamais au sexe. Or, si vous regardez les dernières études qui sortent un peu chaque année par l'IFOP, les filles, en termes de chiffres, sont beaucoup plus que les garçons dans la défiance envers la laïcité. J'ai un chiffre à vous donner si ça vous intéresse. Oui, bien sûr. Vous savez, vous avez toujours cette question, est-ce que vous condamnez les auteurs des attentats ? Oui. Et ben, là, les derniers chiffres, alors je crois que ça date de 2023, 2022 peut-être, au plus tard. Les garçons sont 7% à ne pas condamner les auteurs des attentats, les filles sont 13% à refuser de le faire. C'est-à-dire qu'on est près du double. Donc parfois... En tout cas, ça pose question. Mais non. Exactement. Alors justement, mais on est tout le temps dans cette culture de ce paradoxe. Alors on dit tout ça et en même temps, justement, vous parlez, par exemple, de ces femmes. On sait qu'il y a la polygamie, que voilà, ils peuvent avoir plusieurs femmes, etc. Et il y en a effectivement culture occidentale, disons ancienne culture occidentale, qui s'insurge. Mais beaucoup disent oui, mais c'est absolument normal, etc. Et surtout, alors vous le dites, quand on est veuve de djihadistes, quand on est veuve de quelqu'un qui a combattu justement et qui est mort voilà pour la cause, eh bien et son statut social et autres devient beaucoup plus fort. Tout à fait. Et d'ailleurs, vous avez des exemples très français, parce que vous prenez Souad Merah, dont on a très peu parlé, mais qui est la grande sœur de Mohamed Merah, qui a beaucoup contribué avec la mère de Mohamed Merah à ce que Mohamed Merah se radicalise. Souad Merah était considéré, c'est pas moi qui le dis, c'est les autorités. Elle était un peu sa maîtresse à penser, je dirais. Avec le grand frère et la mère. C'est-à-dire que c'était un peu le trio, mais notamment, c'était vraiment la sœur apparemment qui était le pilier radicalisant de la famille Merah. Souad Merah, en tant que sœur, alors déjà, anecdote, mais Souad Merah va voir le corps de son frère, après qu'il se soit fait tuer. Oui. Elle va voir le corps de son frère et elle dit « Mon petit Mohamed, je suis fière de ce que tu as fait. » Et la mère de Mohamed Merah, je ne sais pas si vous vous souvenez, avait dit elle-même « Je suis fière de ce que mon fils a fait, il a mis la France à genoux. » Il a combattu, oui. Exactement. Souad Merah, alors elle n'est pas veuve, elle est sœur d'eux. Qu'est-ce qu'elle fait ? Parce que bien sûr, encore à l'époque, on laisse filer les femmes où elles veulent. Elle part en Syrie. Arrivée en Syrie, elle est, mais enfin, c'est un modèle. Elle est reçue comme une héroïne. Mais oui, c'est ça, c'est un modèle. C'est-à-dire qu'elle a acquis un statut social de fille de martyr, et en plus de martyr qui a mis la France à genoux. Un autre exemple, c'est Ayed Boumedienne. Ayed Boumedienne, c'est la veuve, là, pour le coup, d'Amédi Koulibaly. Exactement, qui pareil... Il faut rappeler qu'Amédi Koulibaly, c'était l'hypercachère. L'hypercachère, exactement. C'est ça, après, et si on avait un petit peu plus fouillé, parce qu'Amédi Koulibaly, il était déjà allé en prison quelques années, il s'était fait interpeller plein de fois avec sa femme, donc Ayed Boumedienne, à côté. Elle n'a jamais eu aucun souci. Elle a contribué à organiser l'hypercachère pendant des mois. Personne n'a rien vu. Amédi Koulibaly fait ce qu'il fait. Le lendemain, elle prend un avion pour la Syrie. Pareil, elle est... vous parliez de la revue d'Abik tout à l'heure. Oui. Ayed Boumedienne... Revue islamiste, enfin revue de l'État islamique. Revue de l'organisation État islamique. Absolument. Qu'est-ce qu'elle fait, Ayed Boumedienne ? On lui fait écrire dedans. Donc ça devient une influenceuse. Écoutez ce qu'a à dire la veuve du martyr qui a mis, là en l'occurrence, l'hypercachère à genoux. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant, alors revenons à, justement, vous en parlez aussi, au voile. Au fond, est-ce que le voile, parce que là, c'est la grande discussion. Les gens disent, après tout, écoutez, si une femme a envie de porter le voile, je ne parle pas de la burqa, je ne parle pas du hijab, après tout, c'est son droit, si elle respecte, enfin, en tout cas, ses convictions ou sa croyance. Et puis vous vous dites, le voile, c'est quand même vous, et vous n'êtes pas la seule, c'est un passage à autre chose. Est-ce que vous considérez le voile comme un passage vraiment à autre chose ? Alors ça ne l'est pas systématiquement, mais c'est ça c'est là où réside toute la complexité et la nuance à rappeler dans le voile, c'est que, moi je l'écris comme ça, c'est pas une posture, c'est la réalité du terrain. Toutes les femmes voilées ne sont pas radicalisées, mais le fait est que toutes les femmes radicalisées sont passées par le voilement. Vous n'avez pas de femmes radicalisées qui se soient pas voilées à un moment, ça n'existe pas. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on ne peut pas accuser toute femme qui décide de porter le voile d'être une dangereuse extrémiste. Bien sûr. Et en même temps, on ne peut pas non plus sous-estimer le fait que le voile est l'instrument ultime de l'entrisme islamiste. C'est-à-dire que, comme toute idéologie totalitaire, ça c'est quelque chose qu'il faut rappeler,
l'islamisme est une idéologie totalitaire, entre guillemets, comme les autres, et donc ils vont se servir d'un vêtement, là en l'occurrence le voile, pour en faire un curseur du succès ou non de leur mouvement. C'est-à-dire que regardez, pour creuser dans les interstices du système. Exactement. Et il y a un autre objectif aussi de la part des islamistes qu'il faut bien préciser, je crois, c'est que l'objectif, et ça se voit beaucoup dans des associations de prétendue lutte contre les discriminations, on essaye de faire de la femme musulmane et de la femme voilée une seule et unique personne. Ça n'est pas forcément synonyme. Toute musulmane doit être voilée. Exactement, et toute c'est voilée ça. est une victime, etc. C'est ça. Et vous avez des associations qui prétendument luttent contre les discriminations à l'encontre des femmes musulmanes, qui en fait ne font que la promotion du voile. Donc voilà. Et ça, c'est l'objectif de tout confondre, effectivement. Ça, évidemment, c'est ça. Et puis l'inversion accusatoire qui peut fonctionner comme exactement, il faut. C'est ça. Mais justement, Louise Lafissiot, si on va plus loin, vous avez encore une fois fait un parcours, effectivement, une enquête, encore une fois, 2 ans et demi. Est-ce qu'aujourd'hui, vu ce qui s'est passé, vu les revers de Daesh d'un côté, mais en même temps la montée des affrontements de l'autre, est-ce qu'aujourd'hui on est en pleine, au fond, je dirais non pas décomposition, mais on est en plein clivage d'une société qui est de plus en plus effectivement séparée entre les gens qui disent, et on a vu, vous savez, les gens qui mettent, et je voudrais vous parler de ça, est-ce que les femmes sont aussi importantes que les hommes à dire que la charia, par exemple, doit passer avant la République, que les lois islamiques doivent passer avant les lois à la République? Est-ce que les femmes sont l'équivalent des hommes à penser ça, ou plus ou moins? Moi, les chiffres que je présente dans mon livre, c'est des chiffres de l'IFOP, disent qu'elles sont plus nombreuses que les garçons. C'était les fameux rapports IFOP qui ont eu lieu dans des lycées. Dans les lycées français, statistiquement, les derniers chiffres disent que les femmes sont plus nombreuses que les hommes à dire que les garçons, à dire que les lois de la charia doivent passer avant. Encore une fois, parce que la femme est considérée comme la gardienne du dogme. Et surtout à l'école où le voile, comme tout signe ostensible religieux, est interdit, en fait, c'est sur elle que repose un peu cette obligation de dire non, moi je respecte les dogmes, vos lois de la République, votre loi de 2004, je m'en fiche. Moi, en tout cas, je crois que ce qui est important de préciser, c'est qu'il y a ces chiffres-là, il y a ce que j'ai vu, ce que j'ai observé pendant 2 ans et demi sur les réseaux sociaux. Vous avez été beaucoup sur les réseaux sociaux. Ah bah oui. Ouais. J'ai encore toutes mes notifications de groupes, radicalisés. Oui, vous avez observé, oui. Ah bah oui, c'est-à-dire que pendant 2 ans et demi, enfin je rigole un peu jaune, parce que moi j'ai vu en 2 ans et demi que ça ne faisait qu'empirer. C'est-à-dire que... beaucoup plus violent, beaucoup plus radicalisé, non? C'est pas forcément que c'est beaucoup plus violent ou radicalisé, c'est que déjà, moi en 2 ans et demi, je commence à écrire mon livre il y a à peu près 2 ans et demi. Ouais. Je fais la toute dernière relecture il y a à peu près 3-4 mois, on va dire 3 mois, milieu de l'été, et je veux actualiser mes chiffres. C'est-à-dire que je vais reprendre les groupes WhatsApp, Facebook, Instagram auxquels j'étais donc sous pseudo. Et je vois que le nombre d'adhérents entre le début de mon enquête et là, il a explosé. C'est-à-dire que parfois, il a doublé. Et surtout, ce que j'ai vu, c'est que non seulement le nombre d'adhérents a augmenté, mais il y a des contenus qui, a priori, il y a une loi en France qui dit qu'ils n'ont rien à faire sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression... Haineux, non mais j'ai vu des justifications du viol conjugal, des trucs antisémites, bien sûr, qui ont explosé après le 7 octobre, des trucs effectivement très haineux, très séparatistes. On a une loi qui s'appelait au départ séparatisme, qui est censée avoir été votée. Moi, en 2 ans, en principe, en 2 ans et demi, il y a peut-être une lutte contre l'islamisme en France, je ne l'ai pas vue. C'est-à-dire que moi, en à peine 5 minutes, parce que bien sûr l'algorithme fait son travail sur Facebook, sur Instagram, etc., vous tapez 2-3 notions islamiques, même pas islamistes, vous tapez entre guillemets femmes musulmanes pour accéder à des groupes de femmes musulmanes, en réalité vous tombez dessus, c'est du contenu complètement salafisé, frériste, voire djihadiste. Je ne comprends pas où est cette surveillance. Alors peut-être qu'il y a de la surveillance aussi, je ne comprends pas où sont les actions. Et ça a explosé en nombre et en intensité? Pour moi, surtout en nombre. Pour moi, surtout en nombre. Ouais. Alors, l'intensité
peut-être aussi, je ne peux pas l'affirmer. L'intensité peut-être aussi, sachant que, se sachant surveillés, ils vont aussi de plus en plus, notamment les djihadistes qui vraiment sont sur la promotion d'attentats, ils sont aussi sur des groupes de plus en plus confidentiels. Alors Louise Eliafi, vous parlez, oui. Alors il y a un auditeur qui attend, je me permets de vous couper. Et donc c'est Claude de Perpignan qui voulait poser une question. Bonjour Claude. Bonjour Claude. Oui, bonjour André Berkoff et surtout bonjour à votre invité que je découvre parce que je ne l'avais jamais entendu. Moi, la question, je voudrais surtout dire qu'au départ de cette séquence d'André Berkoff, vous avez parlé du retour de certaines femmes françaises qui sont encore détenues là-bas. Je voudrais d'abord dire, moi ce que j'exprime, c'est qu'il faut surtout pas les faire revenir et peu importe par rapport à notre droit de l'homisme à nous, le traitement qu'elles subiront là-bas quand elles seront jugées, je veux dire qu'elles sont parties là-bas et elles doivent assumer ce qu'elles ont fait. Et la deuxième chose que je voudrais évoquer, c'est moi à Perpignan, en 4 ans, puisque je suis à Perpignan depuis 4 ans, le nombre de jeunes femmes et de jeunes filles voilées augmente à une vitesse grand V. Je trouve que ça correspond bien à ce que à la fois Florence Bergeau-Blaquer et puis hier Monsieur Vermeuren a écrit dans le Figaro là, ça correspond bien. Les femmes ne sont pas des victimes, elles sont des instruments des frères musulmans. Elles sont des instruments du frérisme, des instruments de la conquête de l'Occident par l'islam. Et donc il faudrait surtout dire à toutes ces femmes et ces filles qui se voilent aujourd'hui que derrière le voile, ça veut dire qu'elles acceptent la charia. Et si elles acceptent la charia, c'est la polygamie, c'est la réalisation, etc. Quoi. Enfin, c'est pas possible. Et donc, je suis comme votre invité. Moi non plus, je vois pas beaucoup la lutte contre l'islamisme en France aujourd'hui. Alors, est-ce que la femme est un instrument, ou les femmes, ou des femmes, ou certaines femmes, pas généraliser toujours, est un instrument aujourd'hui de l'islamisme? Louise Eliafi. Mais je pense qu'elles sont plus qu'un instrument. Je pense qu'elles sont des actrices à part entière comme les hommes, voire même parfois encore plus des actrices. Je pense que le fait de dire instrument, ce serait même sous-estimé. Des actrices volontaires qui amènent leur talent, exactement, leur talent pluriel à ça. Comme les hommes. Exactement comme les hommes. Ce ne sont pas seulement des instruments. C'est un choix volontaire de leur part. Alors je voulais, non mais c'est intéressant de le préciser, je voulais revenir à ça, on a parlé des réseaux sociaux, de votre voyage à l'intérieur des réseaux sociaux. Mais justement, vous expliquez aussi dans votre livre, et je voudrais qu'on s'apesantisse là-dessus, c'est intéressant la maîtrise technologique et technique des fréristes ou des salafistes sur les réseaux sociaux. Et vous dites à quel point c'est devenu une arme, alors là, un instrument en tout cas, de capillarité, de répandre l'extension du champ des connaissances et de l'argumentation et de la mobilisation. C'est d'autant plus une arme parce que le monsieur qui parlait juste avant citait Pierre Vermeuren dans le Figaro, me semble-t-il, hier. Alors j'aime beaucoup Pierre Vermeuren. Néanmoins, il dit c'est l'islamisme qui nivelle par le bas l'éducation nationale. Moi, j'aurais tendance à dire que l'islamisme ne fait que s'introduire dans une brèche qu'on a un peu nous-mêmes créée. C'est-à-dire que quand on est aussi faible nous-mêmes, il y a un moment, oui, vous avez n'importe quelle idéologie, que ce soit l'islamisme ou une autre, qui vient s'engouffrer là-dedans. La nature ayant horreur du exactement. vide. Et sur les réseaux sociaux, c'est pareil. On fait que dire, oui, l'algorithme, et puis l'islamisme. Alors l'islamisme, bien sûr, mais l'algorithme, c'est une machine. L'algorithme ne fait que ce qu'on lui dit de faire. Donc il y a un moment, il faut peut-être aussi que nous-mêmes, on se dit de grande démocratie et en lutte contre l'islamisme, je pense qu'on a aussi un rôle à jouer là-dedans. Tout à fait, je crois qu'il faut en parler et justement l'extraordinaire efficacité, parce qu'on voit juste un moment avant de prendre une pause et de continuer, on a vu quand même les images très fortes, la manière de faire. Il y a quand même un fort talent, il faut le reconnaître, dans la technologie, dans la manière de présenter là. C'est une arme formidable de propagande, comme d'ailleurs pour eux, comme pour tout le monde. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a en plus
il y a en plus cette façon d'utiliser les réseaux sociaux pour banaliser et, je dirais, glamouriser, entre guillemets, quelque chose qui n'est pas du tout banal ou glamour. C'est-à-dire qu'on va, notamment chez les femmes, vous avez un esthétisme très léché, le voile devient quelque chose de très esthétique, la polygamie peut devenir quelque chose de particulièrement romantique. C'est-à-dire que vous faites à travers vraiment... les réseaux sociaux, on le montre comme ça. Vous avez des vidéos qui sont... vous avez des vidéos, alors j'ai appris ça il n'y a pas si longtemps que ça, donc j'en parle pas dans mon livre, ça me déçoit un peu. Vous avez maintenant ce qu'on appelle des cérémonies de voilement. C'est-à-dire que vous avez des jeunes filles qui se filment face caméra ou avec des copines ou que sais-je, et qui disent « Ah, c'est le grand jour, je deviens musulmane ». Il n'y a rien dans le Coran qui vous dit que le voilement fait qu'on devient musulmane. C'est juste la shahada, c'est la profession de foi, et là on est musulman. Mais le voilement, pas du tout. Mais on vous esthétise quelque chose qui n'est pas du tout esthétique au départ, en utilisant tous les codes numériques auxquels on a accès aujourd'hui, surtout quand vous êtes face à des jeunes qui sont hyper connectés, qui connaissent par cœur ces trucs-là. Donc, encore une fois, les réseaux sociaux ont leur responsabilité là-dedans. Je pense que ceux qui font les réseaux sociaux ont aussi des choses à faire. Et puis, ne pas oublier que si nous avons laissé faire, ce n'est pas par hasard, et c'est une sacrée responsabilité, celle de ceux qui ont laissé faire, effectivement. On se retrouve après une toute petite pause avec Louise Eliafi. Et après cette pause, on retrouvera aussi Thomas qui nous appelle de Paris. Et si vous voulez aussi poser une question ou si vous avez une réaction, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Et nous sommes toujours, effectivement, et plus jamais, avec Louise Eliafi pour ce livre, encore une fois que je recommande vraiment, La femme est un islamisme comme les autres. Et nous avons, je crois, Marie, un auditeur. Oui, nous avons Thomas qui nous appelle de Paris. Bonjour Thomas. Bonjour Thomas. Bonjour André, bonjour à votre invité qui est ma consoeur depuis désormais quelques mois. Je vais tenter d'être bref parce que je sais que vous avez du monde. J'ai une remarque et une question. Ma remarque, c'est pour vous, monsieur Berkov. Bon, je suis né dans les années 90. On avait totalement perdu l'habitude de lire avec les téléphones, etc. Et sachez que moi, comme beaucoup d'autres, comme des milliers de personnes, vous nous avez redonné l'envie de lire. Et c'est que du bonheur, donc merci beaucoup. Merci. Ensuite, ma question d'ordre juridique. On ne parle jamais des systèmes juridiques qui sont applicables dans les pays arabo-musulmans, d'où provient l'immigration. Et en fait, pour moi, je posais une question, est-ce que c'est un mythe ou une réalité ? Quid du droit des successions dans ces pays? Est-ce qu'il est vrai ou non que les femmes sont vraiment désavantagées par rapport aux hommes? Donc voilà, on entend toutes choses, on dit qu'elles sont bannies de l'héritage ou non. Et donc je voulais savoir quel était l'état réel sur ça. Et le cas échéant, il y a une totale incompatibilité avec nos systèmes juridiques, et avec l'égalité homme-femme qui est recherchée par les combats féministes depuis des dizaines d'années. Bonne question d'avocat à une avocate. Alors, consoeur. Alors, en l'occurrence, je ne connais pas le droit de tous les pays musulmans, mais je peux vous dire que moi, je suis soumise à un autre droit en tant que franco-libanaise. Je suis soumise au droit français, mais aussi au droit libanais. Et je peux vous dire que dans le droit libanais, quand vous êtes une femme musulmane, alors il y a plusieurs communautés différentes avec... On a 36 000 communautés différentes avec des systèmes juridiques à chaque fois différents dont je ne connais pas tout le détail. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en termes de succession, vous êtes désavantagés. Et d'ailleurs, vous êtes désavantagés en tant que femme. Sachant que, pour rappel, on parlait tout à l'heure de la loi dite séparatisme, anti-séparatisme qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Il y a un principe dans cette loi, alors qui est un peu critiquable, je vais vous expliquer pourquoi, mais qui vient justement proposer à ce que la France vienne combler les successions dont seraient privées d'autres femmes qui viendraient d'autres pays, notamment avec une double nationalité comme moi. Je trouve ça je trouve ça très bien intentionné, mais je trouve ça un peu critiquable parce que je ne suis pas sûre, par exemple dans mon cas, que ce soit à l'argent public des Français de venir combler le manque libanais. Non, mais pour revenir au droit de succession, je sais qu'il n'y a pas tous les pays musulmans n'ont pas le même. Mais est-ce que, par exemple, est-il vrai, beaucoup de gens disent qu'en héritage, la femme retient à la moitié de l'héritage de l'homme? Oh, elle n'a pas le droit à la moitié. Ah, pardon. J'avais compris à la moitié de l'héritage. Elle a le droit au quart, c'est ça. Elle a le droit au quart, oui, c'est ça. Exactement. C'est-à-dire qu'au départ, il y a déjà cette espèce de séparation. Tout à fait. Alors, discrimination. Je précise parce que l'islam ayant une historicité très très peu fiable, personne aujourd'hui, même l'islamologue le plus aguerri, aura bien du mal à vous dire ce que Mahomet a dit à un instant T. Donc il y a 36 000 interprétations différentes, mais effectivement, vous regardez le droit des pays musulmans, globalement, ils s'accordent sur le fait qu'en termes d'héritage, la femme est désavantagée par rapport à l'homme. Tout à fait. Et donc c'est très intéressant, en fait, et c'est vraiment, non pas le non-dit, mais le fil rouge de votre livre. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a d'un côté ce paradoxe
cliché, mais qui n'est pas seulement cliché, qui est une réalité entre la discrimination femmes-hommes dans un certain nombre de pays, de civilisation, de culture, etc. Et d'un autre côté, cette glorification incroyable, formidable, en tout cas très intéressante, hein, quel que soit ce qu'on peut penser, des femmes dans le combat. Et c'est vraiment un paradoxe étonnant, et d'ailleurs un paradoxe très explosif, si je peux me permettre. Ça a l'air d'être un paradoxe, mais en fait, pour beaucoup de ces gens, l'objectif n'est pas l'égalité. C'est un truc qu'on n'entend pas seulement chez les islamistes, hein, c'est ce qu'on appelle la complémentarité des sexes. Alors, c'est cocasse parce qu'à la fin c'est toujours plutôt un sexe qui complète l'autre que l'autre, mais que l'inverse. Mais on est dans ce côté en réalité qui n'est pas tellement une question de soumission, qui va être plutôt non, chacun son rôle. Et à égalité on contribue à l'idéologie, c'est-à-dire qu'on y contribue dans son rôle, chacun dans son domaine. Exactement, c'est ça. Et il y a quelque chose de très pratique là-dedans, hein, parce que ça, pour le coup, il faut le prendre en compte, c'est que dans cet abandon à Dieu, entre guillemets, il y a quelque chose de très pratique qui fait que, notamment des jeunes gens qui sont un peu en crise existentielle, ça leur permet de pas trop réfléchir. C'est en fait, j'ai des règles toutes écrites, clé en main dans un bouquin. Et en fait, j'ai juste à suivre ce qu'on me dit. C'est la clé idéale de toutes les idéologies, ça. C'est ça. Ce sont les béquilles, j'ai des problèmes dans la vie, je ne sais pas où aller, dans quelle étagère, mais au moins j'ai mes repères. Exactement. Et on me les donne en kit. C'est magnifique. C'est exactement ça. Et ça, les garçons, les filles, c'est pareil. Voilà. Et voilà pourquoi la femme est un islamisme comme les autres. À lire vraiment le bouquin de Louise El Yafi aux éditions du Cerf. André Berkoff recevait aujourd'hui Louise El Yafi, avocate franco-libanaise et auteure de La femme est un islamiste comme les autres aux éditions du Cerf. Si vous voulez retrouver en replay l'émission, vous pouvez aller sur notre site internet sudradio.fr ou sur notre chaîne YouTube. Berkoff dans tous ses états revient demain.